devient un producteur de sa propre santé à l'intérieur de ses milieux de vie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Potvin. Et je vous pose la question à vous, Monsieur Bibeau. Et comment vous vous situez par rapport à l'étude des déterminants sociaux de la santé? Par quelle porte rentrez-vous pour étudier les déterminants sociaux de la santé? Mauricio, comme anthropologue, je pense, devrait t'attendre à ce que je parle de la culture. Ce sont les choses peut-être les plus fascinantes du monde, d'essayer de comprendre pourquoi les cuisines sont différentes d'une classe sociale à l'autre, très souvent. Pourquoi la manière de s'habiller est différente. Pourquoi l'architecture des maisons entre les sociétés est aussi fort différente. Et pour rendre les choses encore plus complexes et pas se limiter aux éléments strictement matériels qui sont à la base des cultures, essayer de comprendre le rapport entre les hommes et les femmes, les modèles d'éducation des enfants, la transmission intergénérationnelle, les modèles d'autorité, et pour complexifier encore davantage les systèmes de croyance. Pourquoi une société croit qu'il y a un Dieu, d'autres pensent qu'il y en a 3 et les autres en mettent 1000? Pourquoi les idéologies sont différentes? Pourquoi de la même capacité humaine à produire le langage, nous avons inventé 7000 langues? C'est ça qui est absolument extraordinaire. Essayer de comprendre la variation et en même temps de rendre compte de continuité, de ressemblance entre les sociétés. Alors, il s'agit donc de comprendre à travers la culture cet ensemble, si l'on peut dire, inventé de manière de se comporter, de manière de se représenter les choses. Et c'est ça qui intéresse l'anthropologue. La culture, comment est-ce qu'il la définit? Et comment expliquer cette très très grande variation? Eh bien, par le fait qu'il y a un processus et un résultat de processus d'adaptation d'une population à un environnement donné, à des conditions particulières dans lesquelles cette population se trouve. Mais ça ne suffit pas. Il y a 2 autres phénomènes qui doivent intervenir par-delà cette relation particulière et les contraintes imposées par un contexte extérieur. Il y a le fait qu'on essaie toujours d'être différent du voisin. Je me positionne dans la différence par rapport au voisin. Les sociétés humaines travaillent à produire de la différence. Je ne peux pas être comme mon voisin. Il fait ses maisons rondes, je fais mes maisons carrées. Et c'est ainsi dans tous les secteurs. Et il y a un autre élément qui est absolument central et on ne sait pas pourquoi ça va produire telle et telle chose. Ce sont des choix. Des choix qui sont faits, qui sont souvent arbitraires. Pourquoi une langue, par exemple, va être monosyllabique avec des tons et les autres vont utiliser, les voisins, une toute autre manière de créer le langage. Maintenant, arrivons au niveau de la maladie. Eh bien, il existe dans chacun des groupes humains, et nous pourrions même, je pense, dire la même chose pour des catégories sociales, pour des classes sociales, le monde paysan, le monde ouvrier, par exemple, les bourgeois et les intellectuels dans une société, ce qu'on pourrait appeler un idiome du mal-être, un idiome de la souffrance, un idiome de la maladie, un idiome de la santé aussi. Ça veut donc dire une langue, un ensemble de mots qui sont mis à la disposition des personnes individuelles par leur groupe d'appartenance lorsqu'il y a souffrance, lorsqu'il y a maladie. Et on pourrait dire que cette langue se compose de 3 choses fondamentales. Tout d'abord, un système sémiologique, c'est-à-dire un système de signes, de marqueurs, d'indicateurs de la présence d'un problème. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'il commence à y avoir un problème en soi ou qu'on reconnaît la présence d'un problème chez les autres? Il y a bien sûr
des indicateurs comportementaux, il y a des indicateurs physiques, etc. Or, chacun des groupes, en quelque sorte, pour les différentes catégories de problèmes, va inventer un système de signes, on pourrait appeler une sémiologie populaire, par exemple. Ça ne suffit pas, il y a un deuxième élément extrêmement important, et surtout lorsqu'il faudra mettre en place des programmes d'intervention, lorsqu'il faudra développer des pratiques cliniques importantes et mettre sur pied des politiques de santé et des programmes de santé, il faudra en tenir compte, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'explication ou des systèmes qui se réfèrent à la manière dont les gens expliquent pourquoi ils sont malades, renvoyant éventuellement à leur diète inadéquate, renvoyant éventuellement au fait qu'ils sont attaqués par, disons, des esprits extérieurs, renvoyant au fait que leur niveau économique n'est pas assez élevé. Nous sommes en face, là, de modèles populaires, d'explications, qui doivent être pris en considération si nous voulons véritablement pouvoir ancrer, appuyer nos programmes de prévention sur quelque chose qui est significatif pour les gens, pour pouvoir enclencher un processus. Et il y a un troisième élément qui est lié au fait que les personnes reçoivent de leur groupe cet idiome, ce langage qui leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire en face de tel et tel problème de santé, que je dois éventuellement aller directement voir un médecin, que je dois au contraire consulter à tel autre endroit. Ce sont toutes les démarches d'aide, ce qu'on appelle les itinéraires de recherche d'un mieux-être ou de solution à un problème particulier de santé. Or, ces trois éléments, un ensemble de signes, d'indicateurs qui permet de reconnaître la maladie, des systèmes d'explication et tout l'ensemble des réactions, des démarches dans l'effort de gestion, de prise en charge, de recherche de solutions face à un problème font partie, en quelque sorte, de cette syntaxe ou de cette grammaire fondamentale qui est mise à la disposition des groupes. Et je le répète, à la fois, elle est toujours hautement spécifique, elle est particulière. Celle des groupes marginaux et des exclus ne sera pas celle des groupes dominants dans une société, mais en même temps, elle tend toujours à répondre aux mêmes grands défis fondamentaux. Mêmes grands défis fondamentaux, mais réponses qui sont élaborées différemment d'un groupe à l'autre. Il faut donc à la fois être capable de mettre en évidence ce qui est, si l'on peut dire, de l'ordre de la variation, de l'hétérogénéité, mais aussi dans nos travaux. Et il est fondamental d'essayer de travailler de manière transversale et voir qu'est-ce qui est commun, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer, puisque nos sociétés, bien qu'hétérogènes, doivent quand même être travaillées dans leur communalité, dans ce qui les fait exister comme communauté, comme société. Alors voilà ma porte d'entrée sur les déterminants sociaux. C'est une porte hautement, si on peut dire, culturelle. Merci. Merci, M. Bibeau.